Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme au féminin. Aujourd'hui, grâce à cette nouvelle technologie, nous serons en compagnie du docteur Nadia Chama. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les différentes facettes de sa vie et également ses réussites et ses aspirations pour l'avenir. Docteur Nadia Chama, bienvenue à notre programme. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour Mona, le plaisir est pour moi. Tout le plaisir est pour moi. On commence toujours notre interview avec une carte d'identité que vous présentez à notre public. Et à travers cette carte d'identité, on commence par la période de l'enfance, puisque cette période est une période très importante pour la vie de l'être humain qui marque cette vie pour toujours. Qu'est-ce que vous retenez en tête de cette phase de votre vie? Eh bien Mona, comme vous dites, vous avez tout à fait raison. L'enfance est surtout une étape qui m'a beaucoup marquée personnellement. Si on va parler d'enfance, je dois surtout citer ma mère, parce qu'elle a joué un rôle très important dans notre formation, mes sœurs, mon frère et moi. Et donc, pour moi, les souvenirs d'enfance sont toujours en relation avec ma mère, avec mon école également, parce que c'est un lieu très heureux pour moi. C'est une place où j'ai trouvé beaucoup de plaisir, beaucoup de soutien, beaucoup d'amour, de respect. Et donc, c'est surtout là, lorsqu'on parle d'enfance, ce sont ces souvenirs qui passent par ma tête. Et cette enfance, c'était au Caire. Oui, ma mère est espagnole, je suis née en Espagne, mais j'ai été élevée ici en Égypte. Je suis arrivée en Égypte à l'âge de presque 4 ans, j'étais toute petite. Et donc, je suis née, j'aime pas trop dire moitié espagnole, moitié égyptienne, mais je me sens, et ma mère m'a toujours dit qu'on était à 100% égyptienne, à 100% espagnole. Et donc, c'est un peu cette double culture-là qui m'a beaucoup, donné une richesse vraiment assez importante. Et voilà. Oui, alors là, on veut bien parler à propos de cette double identité, l'amalgame entre les cultures et les civilisations. Quand on parle de l'Égypte et de l'Espagne, on parle là de deux nations qui possèdent pas mal de civilisations et de cultures. Parlez-moi un peu de l'influence de chaque pays sur votre identité et votre personnalité. Bon, je vais vous parler plutôt de l'influence qu'a eu ma mère sur moi dans ce côté, surtout pourquoi? Parce qu'elle a toujours veillé à ce qu'on soit bien intégré, bien enraciné dans les deux cultures, parce qu'elle dit toujours que c'est une richesse qu'on a, et au lieu que ça soit un lieu de rupture, un lieu de conflit, il fallait en profiter pour faire plutôt un point fort, d'accord, dans notre personnalité, dans notre culture. Et donc, étant donné qu'elle était étrangère en Égypte, on a passé une très grande partie de mon enfance surtout à faire des visites historiques, culturelles, touristiques en Égypte. Et c'était le même cas lorsqu'on voyageait en Espagne, parce que nous, on visitait, pas tout le temps, je veux dire, c'était pas aussi fréquent. Et donc, lorsqu'on partait en voyage, c'était l'occasion pour découvrir cette culture, cette richesse que possède l'Espagne. Et voilà que j'ai été vraiment élevée dans cette idée de ce goût de la découverte de la culture, de l'histoire, du patrimoine culturel, de tout ce qui était vraiment riche dans les deux pays. Également au niveau des coutumes, des fêtes, tout ça. Et donc, c'est ça surtout que je retiens de cette période d'enfance, et qu'on n'a pas vraiment senti que c'était un travail qu'elle faisait, mais
il a laissé quelque chose dans mon intérieur sans vraiment m'en apercevoir. Oui, si je pose cette question, c'est parce que des fois, où on gagne de cette double identité, ou on tombe victime de conflits entre les deux civilisations. Dans votre cas, je Oui. vois que vous avez bien réussi à faire cet amalgame entre les deux grâce, comme vous le dites, à votre maman. Alors, avoir les atouts ou tout ce qui est positif des deux côtés, comment ce tri, comment est fait à travers la famille? Bon, à nouveau, je vous dis que ma mère, c'était quelqu'un de très positif. Elle était toujours, tout le temps très positive, très. Elle essayait tout le temps de nous aider à nous enraciner. Alors, c'était toujours du positif, du joli, le bien qui existe dans cette culture, le bien qui existe dans cette autre culture. Et puis, nous avons. Oui, c'est respecter également si vous voulez, l'identité et l'esprit de chaque civilisation, puisque oui, on peut être similaire ici et là des côtés de la Méditerranée, mais il existe quand même quelques particularités pour chaque civilisation. Bien les respecter et bien les accepter l'autre d'une façon ou d'une autre, c'est tout un processus tout au long de notre vie. Alors, comment vous vous êtes passé par ces étapes? Accepter l'autre qui est en même temps vous-même. Mais justement, l'autre, c'est moi-même. Donc, on n'a pas eu de problème. Tout d'abord, j'ai eu la très grande chance lorsque nous sommes venus en Égypte, ma sœur aînée était déjà inscrite au collège de Sacré-Cœur en Espagne. Et donc, en venant ici, ma mère a appris à travers les sœurs religieuses qu'il y avait 2 collèges ici en Égypte. Et on avait la très grande chance d'avoir des sœurs espagnoles à l'école. Et énormément la transition a été très, très souple, très vraiment naturelle. Et donc, l'autre a toujours existé. Cet autre-là, il fait partie il n'est pas l'intrus, au contraire, il est là, il a sa place, il est très bien encadré, très bien reçu. En plus, il faut le dire que les gens ici sont très, très gentils avec les étrangers. Alors, on n'a jamais senti de quoi que ce soit. Ma mère, elle était toujours très bien accueillie par tout le monde. Partout, c'était très curieux pour les gens de voir, vous parlez les 2 langues, vous êtes moitié-moitié. Donc, on a toujours, on n'a jamais senti, on n'a jamais eu ce sentiment de refus ou bien d'être exclu, non, jamais. Et en Espagne, on était toujours là-bas. Bien sûr, bien sûr. Et là-bas en Espagne, on est toujours reçus comme faisant partie, nous sommes espagnols. Et mes tantes, jusqu'à présent, elles insistent toujours sur ça. Vous êtes espagnol, vous ne devez pas perdre la langue, vous devez apprendre à vos enfants l'espagnol. Et donc, on a toujours été bien désirés par les 2 côtés, si vous voulez. Oui, alors là, c'est vraiment très bien d'être bien intégré dans les 2 sociétés. Et je voudrais savoir, là, en terminant les études à l'école, commençant les études universitaires, vous avez choisi le français et pas l'espagnol. Alors, pourquoi? Non, je vais vous expliquer un peu. Moi, j'aurais aimé faire des études à la faculté des Beaux-Arts. Moi, j'aimais beaucoup dessiner à l'époque. Et bon, je voulais, mais j'ai pas eu les notes nécessaires pour joindre la faculté des Beaux-Arts. Et donc, je me suis dit, bon, d'accord, je vais faire la littérature espagnole. Mais comme j'habitais à Néapolis, il n'y avait pas d'espagnol, j'avais pas d'option d'espagnol. Personnellement, le français pour moi était c'est très proche de l'espagnol. Et donc, trouvant l'option du français à la faculté, je l'ai pris volontiers. Oui.
Et après les études universitaires, vous avez continué également à étudier, à faire des recherches, un magistère, puis un doctorat, toujours en littérature française. Et du XVIIe siècle, toujours, c'était la vedette de vos études et vos recherches. C'est ça? Oui, c'est ça. En fait, j'ai terminé, comme j'ai beaucoup aimé les études à l'université, c'était très passionnant pour moi parce que j'y trouvais la civilisation, la littérature, la culture, l'art. Hein. J'ai découvert plein de choses en étudiant les lettres. Et donc, comme j'étais vraiment très passionnée, je travaillais bien, j'étais un bon étudiant. Et donc, j'ai été nommée assistante. Une fois terminée, je suis nommée assistante. J'ai été nommée assistante à la faculté. Et voilà, on se voit donc obligé de faire magistère et doctorat parce que pour le travail, et voilà. Et je suis restée là-bas. Vous avez pu non seulement utiliser la langue pour faire une carrière réussie, mais également vous avez développé vos champs de recherche. De ce que j'ai compris, vous venez de recevoir un master également qui a une relation avec le patrimoine, avec la culture d'un autre point de vue. Alors là, vous avez trouvé des solutions. Oui, en fait, ce master que je viens de terminer l'année dernière, juste en décembre 2020, et porte sur la gestion du patrimoine culturel. Et ça a été pour moi une ouverture vers un domaine qui m'intéresse et qui me passionne énormément, mais duquel je ne connaissais rien vraiment, au niveau académique, au niveau professionnel. Et donc, c'est quelque chose que je considère qui pourrait être une ouverture pour une nouvelle voie dans la recherche de la littérature. Voir un peu le lien entre la littérature, le patrimoine, la culture et tout ça, pour changer un peu cette idée cette idée fixe qui est figée sur le travail, sur les textes uniquement. Il faut quand même essayer de changer ça un peu parce que les temps changent. Vous voyez, donc il faut un peu changer également avec ce changement. Oui, alors justement, aujourd'hui, on adapte ce genre d'études littéraires aux besoins quand même du marché du travail, puisqu'il existe des thèmes spécialisés, utiliser la langue pour la publicité, pour l'écriture littéraire, pour la politique. Il existe pas mal de développement, d'approches pour étudier les langues. Et en fait, à la faculté, chez nous, parce que nous, c'est surtout la littérature. Il y a la langue, mais on penche plutôt du côté de la littérature. Mais, oui, mais par contre, on a essayé de moderniser plein de choses. On est en train de changer, on a introduit de nouvelles matières pour répondre à ce besoin quand les jeunes, pour trouver un travail un peu plus penché vers la langue. Et donc, on a effectivement introduit des cours de langue spécialisés, français pour le tourisme, français pour le journalisme, je crois, français droit, et plein de choses qui ont été vraiment introduites pour répondre à ce besoin de modernisation un peu à l'intérieur du département. Oui. Et je voudrais également savoir, docteur Nadia Chama, comment vous pouvez, comme femme active qui possède une carrière, qui fait des recherches, qui donne des cours, comment pouvez-vous faire l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale, basée sur votre expérience? Moi, personnellement, je trouve que le travail à l'université est un travail qui est très flexible. Parce que oui, on travaille beaucoup à la maison, mais également, on fait quelque chose qu'on aime. Et donc, c'est pas un fardeau. On arrive bien à trouver un temps pour lire un bouquin, pour préparer quelque chose. Et c'est un travail qui demande beaucoup de travail intellectuel plutôt que physique.
J'ai une question toujours que je pose à mes invités. Qui est la femme qui vous inspire le plus dans votre vie? Je peux deviner un peu la réponse, mais allez-y. Évidemment, c'est ma mère surtout, hein. J'ai toujours été encadrée par des femmes, femmes fortes, femmes vraiment exemple de grands succès, des femmes vraiment de, je ne sais pas, mais ma mère, pour moi, elle a toujours été vraiment un modèle, quelqu'un de très spécial. Alors, elle s'est beaucoup investi dans notre éducation. Oui, je voudrais savoir, puisque votre mère, elle a essayé de garder l'identité des deux pays pour ses enfants, également, elle vous a appris à faire la cuisine à l'espagnol? Oui, en plus, elle était une très grande cuisinière. Hein. Elle cuisinait très bien et même la nourriture égyptienne. Et donc, moi, j'aime pas trop la cuisine. Pour être sincère, j'aime manger, oui, mais j'aime pas trop faire la cuisine. Mais oui, bien sûr, hein, parce que ça fait partie, vous voyez, pour les festivités, pour quoi que ce soit. Là, chez nous, en plus, à la maison, toujours la table à manger a joué un rôle très important dans toutes les fêtes, dans toutes les célébrations, toutes les occasions. Et donc, c'était toujours autour de la table qu'on célébrait quoi que ce soit. Et donc, évidemment, la cuisine espagnole, qui est très simple d'ailleurs, est très bonne aussi, et a toujours fait partie de ça. Et voilà. Et vous êtes de quelle ville originaire en Espagne ou de quelle partie de l'Espagne? De Madrid. Oui. Ouais, justement, parce que mon père était parti faire des études là-bas, et donc il a rencontré ma mère, et c'est comme ça que tout a commencé. Juste une question basée également sur votre expérience personnelle. Comment voyez-vous les mariages mixtes? Ça veut dire entre deux personnes de différentes nationalités, différentes civilisations. Vous avez vécu l'expérience. Comment voyez-vous cette cohabitation? Personnellement, dans notre cas, c'était un grand succès. Un grand succès, et je trouve que c'était très, très, très positif. Et je trouve que, bon, s'il y a quelque chose en commun entre ces deux personnes qui vient de deux mondes différents, je trouve que c'est génial, parce que l'ouverture d'esprit qu'il faut y avoir pour accepter, comme vous dites, l'autre, pour s'intégrer, il ne s'agit pas uniquement de deux personnes, parce qu'après tout, ce sont deux familles. Nous sommes en très bonne relation avec ma famille maternelle. Ma famille maternelle est en très bonne relation avec ma famille paternelle. Nous sommes très bien, on s'entend très bien tout le monde. De là, ça se passe très bien. Et donc, je trouve que si vraiment il y a cette, entente mutuelle, je trouve que c'est quelque chose de très bien. Parfait. Et également, restons sur ce volet personnel. Quel est le meilleur conseil que vous avez reçu dans votre vie? Le meilleur conseil que j'ai reçu dans ma vie, je ne l'ai pas reçu de ma mère d'ailleurs, hein, je l'ai reçu de mon oncle qui me dit toujours de ne pas regarder derrière. Ne pas regarder derrière. Laisser passer ce qui s'est passé, qui passe. Et il faut toujours regarder vers l'avenir et ne pas pleurer sur ce qui a été raté, mais plutôt avoir toujours l'esprit on va essayer de faire mieux dans l'avenir. Contemplant votre vie professionnelle aujourd'hui, selon vous, quels sont les points marquants ou les réussites que vous aimez en garder le souvenir pour toujours? Moi, je trouve que chaque fois qu'on termine un cours, c'est une réussite. Si on arrive, non, vraiment, si on arrive à faire un cours qui soit vraiment… vivre après le cours. Non, vraiment, je veux dire, si on arrive à faire un cours réussi,
hein, où on sent vraiment que ce qu'on fait a une certaine valeur, on laisse quelque chose chez les étudiants. Là, vraiment, c'est une réussite hebdomadaire, si vous voulez, parce que c'est très important. Évidemment, si je vais parler de mes thèses, bon, oui, ce sont des points marquants et des points importants. Et voilà. Est-ce que vous avez fait votre thèse de magistère et de doctorat ici en Égypte ou à Oui, oui. Les deux Non, j'ai fait mes thèses ici. Oui, j'ai fait mes thèses ici en Égypte, à l'université de Ain Shams, où je travaille. Mais j'ai eu la chance quand même de faire un séjour en France et de suivre des cours à l'université de Paris 4, Sorbonne, Paris 4 Sorbonne. Et j'ai eu la chance vraiment de voir un peu comment les choses se passent. Et vraiment, le suivi que j'ai eu ici de mes professeurs est un suivi vraiment très important pour moi parce que d'ailleurs, la relation que j'ai avec mes directrices de thèse est très, au niveau personnel, c'est très bien. Et au niveau professionnel aussi, c'est vraiment un rapport très important qui m'a beaucoup aidé à avancer dans mon travail. Et au contraire, moi, je trouve que c'était très bien ici. J'étais très bien encadrée, en fait. Parfait. Également, je voudrais savoir, à part le travail et les responsabilités à la maison, est-ce que vous avez le temps pour pratiquer d'autres hobbies ou des loisirs? Oui, bien sûr. Moi, le sport, c'est quelque chose de très important pour moi. Et dernièrement, je faisais la CrossFit, qui était très en vogue les quelques années dernières. Et puis après, ouais, j'ai commencé il y a 2 ans à faire de l'aviron. Et je trouve que c'est un sport qui est vraiment, comment dire, c'est pas uniquement un sport physique, mais c'est également une sorte de méditation. Parce que là, lorsqu'on est sur l'eau, avec le mouvement hein, qu'on fait, c'est une expérience magnifique. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Maintenant, j'ai arrêté parce que j'ai une leçon, mais je vais continuer très prochainement, je l'espère. Et donc, c'est quelque chose de très important pour moi, dernièrement. Très bien. Et également, de ce que j'ai compris, vous dessinez. Vous continuez à dessiner? Je dessinais, mais j'ai arrêté. Mais ceci dit, j'ai toujours le goût J'aime beaucoup visiter les expositions d'art. C'est un domaine qui vraiment m'a toujours comment dire, intéressée, que j'aime beaucoup. J'ai arrêté, je ne sais pas si un jour je vais m'y remettre, mais quand même, j'aime beaucoup lorsque je pars en voyage ou bien lorsque je suis ici, si j'ai l'occasion d'aller voir des musées d'art ou bien d'assister à des expositions artistiques, je ne le rate jamais. Et quelle est votre vision de la femme égyptienne en général? Comment vous la voyez? La femme égyptienne est une femme vraiment très, comment dire, je vois que c'est une femme très forte, qui a une ambition vraiment très grande. Euh, euh, Moi, je trouve que les femmes en Égypte, elles sont, comment dire, elles sont le centre, hein, le centre de la maison, le centre de l'univers, si vous voulez. C'est quelqu'un que même s'il n'est pas, si ces femmes-là ne sont pas au premier rang, mais elles jouent plutôt le rôle du metteur en scène, si vous voulez. On ne le voit pas, mais sa présence, on peut pas la nier, hein, c'est une présence très forte et très marquante, même si elles sont toujours parfois derrière. Dernièrement, ce n'est plus le cas. On voit beaucoup de femmes qui essayent mais c'est pas uniquement qu'elles essayent, mais vraiment des femmes qui maintenant occupent des postes très importants, qui ont des maisons, des responsabilités, et, qui gardent également leurs parents, hein, qui sont un peu âgés. Et donc, là, la femme égyptienne, non, c'est génial. Hein. Docteur Nadia Chama, je vous remercie infiniment pour vraiment nous avoir accordé cette interview. Mille merci.
Merci à vous, Mona. Merci de m'avoir permis de partager avec vous un peu de ça. Chers téléspectateurs, c'était notre rencontre grâce à la nouvelle technologie avec Dr Nadia Chamma, qui est professeur à l'Université Ain Shams. Ensemble, nous avons découvert ses réussites, ses études, mais également comment elle peut garder l'identité de deux grandes civilisations, l'égyptienne et l'espagnole, et bien s'intégrer dans les deux sociétés. Rendez-vous la semaine prochaine afin de continuer à découvrir ensemble d'autres exemples de réussite au féminin. Merci.